Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons examiner le Big Bang de Londres de 1986 et de l'application de la règle des 3D. Les travaux concernant cet exposé ont été réalisés par Ruth, Luc, Touk, Sue, Van et moi-même Benoît. Pour commencer, nous allons en premier lieu expliquer cette réforme qui marque le début de la libéralisation financière des capitaux en parlant du contexte, des origines et causes de la réforme, de son déroulement, de ses conséquences et du résultat final. Par la suite, nous allons observer de plus près la théorie des 3D et la globalisation financière. Bon visionnage. Imaginons-nous mi-70. C'est l'après-guerre froide. Les tensions s'apaisent entre les deux blocs et on assiste à de nouvelles vagues de crise, notamment les deux chocs pétroliers en 1973 et en 1979 suite à l'abandon de l'accord de Bretton Woods plus tôt en 1973. D'autre part, il y avait aussi le dérèglement du système monétaire fin 1979 et qui est intimement lié à la crise bancaire de 1974. Ainsi, depuis les années 80, l'URSS qui est en mode pause laisse libre cours aux États-Unis sur le marché international, notamment avec l'arrivée de Reagan et son politique America is Back. Reagan met alors en place plusieurs réformes, notamment dans le secteur financier et bancaire, comme l'abolition des commissions fixes en 1974 ou encore l'abolition des contrôles de taux de change. Je ferai également remarquer que, à cette période, les technologies de l'information et de communication commençaient à se développer d'une manière. Mais revenons au pays de Galles, le centre de notre exposé. Il faut se souvenir que, à cette époque, l'Angleterre a été ravagée par la guerre. Économiquement, on assiste à un déficit commercial, un déficit de la balance de paiement, un endettement croissant et un taux d'inflation galopant. Nul doute que le pays était très en retard par rapport à ses amis européens. 1960, on assiste à l'application de la politique de James Callaghan, le Stop and Go, mais qui a eu pour conséquence que de nouvelles crises, surtout sociales. En 1971, on assiste à une réforme du Competition and Credit Control, ce qui ouvre la libéralisation des marchés financiers britanniques en mettant fin aux accords de cartel et notamment à celui qui existait entre les clearing banks sur les taux d'intérêt. Mais c'est surtout dans un contexte de crise et d'inflation très haut que s'impose aux élections de 1979 la Dame de Fer, dit Margaret Thatcher, qui va mettre en place une nouvelle politique. Margaret Thatcher promet d'encourager le marché libre et de combattre l'inflation. Sa politique était de ne pas dévaluer la valeur du livre. Au début de son mandat, les crises se multipliaient, on assistait à une récession et les industries s'effondrent, le chômage atteint 50%. Mais très vite en 1982, la production est relancée et le chômage réduit. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'existence de la cité, un quartier de Londres, ou plutôt des deux cités. Alors, la cité ou les deux cités? Comme je dis, la cité, c'est la capitale financière de Londres. Et après la guerre, elle a été vite effondrée. Donc pour se reconstruire, elle est en train d'accueillir des institutions financières étrangères, et notamment américaines. Au beau milieu des années 70 par exemple, le nombre de banques américains et étrangers ont triplé. Mais ce qui est plus intéressant, les activités de la cité ont connu une hausse flagrante depuis le deuxième choc pétrolier. On peut même dire que le deuxième choc a boosté cet exploit, lui plaçant au rang du premier. L'installation de ces banques américaines ont permis la création du marché de l'euro-dollar, ou plutôt du plus grand marché de l'euro-dollar au monde à cette époque. La cité garde alors son rang pour deux raisons. 1. Sa capacité d'adaptation qui lui permet un repli ordonné du livre sterling tout en poussant l'utilisation du dollar. Le dollar, car il était moins coûteux pour les emprunteurs par rapport au livre. La deuxième raison,
C'est à cause de la législation très libérale de la cité, facilitant l'implémentation des institutions financières. Bref, tous ces acteurs jouissaient d'un marché très protégé contre l'extérieur grâce à des barrières institutionnelles. Restait à savoir si la coexistence de ces deux cités allait se prolonger. Nous pouvons identifier trois faits majeurs qui ont catalysé l'éclatement de la crise dans la bourse de Londres en 1986, à savoir la coexistence de deux cités, la suppression du contrôle de change et la fin du patriotisme à la London Stock Exchange. En parlant de la cité à Londres est une grande place financière comme Wall Street à New York. Et dans les années 70, cette place est en quelque sorte divisée en deux. D'une part, la cité internationale et de l'autre, la cité domestique. Concernant la cité internationale, comme son nom l'indique, cette partie de la cité est ouverte à l'international. On utilisait des devises internationales et on pouvait y voir des banques étrangères, notamment des banques américaines, européennes et japonaises. Contrairement à cela, dans la cité domestique, les institutions étaient plus centrées sur l'économie nationale. Les institutions présentes utilisaient le livre sterling. Par exemple, les banques commerciales britanniques, les sociétés de prêt immobilier, les compagnies d'assurance et sans oublier la bourse. Mais à cette époque, le livre sterling avait déjà perdu sa place de première monnaie internationale et en plus avec l'intégration financière mondiale, la cité internationale montra des signes de supériorité par rapport à la cité domestique. C'est pourquoi le gouvernement a pris une décision, c'était celle de la suppression du contrôle d'échange. Le contrôle d'échange est la politique financière adoptée au Royaume-Uni depuis plus de 40 ans. Cette décision de supprimer le contrôle de change a été initiée par le gouvernement dans le but d'équilibrer la balance de paiement britannique en autorisant les investissements à l'étranger. Mais cette décision n'a pas eu l'effet escompté. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'effectivement, il y a eu développement de l'euro-dollar, mais ce marché était centré dans la partie internationale de la cité. Aux yeux du monde, la cité avait repris une place importante en termes de marché financier international, mais en réalité, toutes les opérations, les grosses transactions échappaient à la bourse de Londres au profit des banques étrangères. Et cette baisse de la performance de la bourse était expliquée par un problème au niveau de son mode de fonctionnement. En fait, la bourse a été créée en 1812 et depuis sa création, elle n'a pas connu de réelle évolution. En effet, la bourse tournait autour de trois éléments essentiels, à savoir la capacité unique, la commission fixe et l'autodiscipline. La capacité unique, c'est la spécialisation fonctionnelle des intervenants dans la bourse. D'un côté, les jobbers et de l'autre, les brokers. La commission fixe, c'est la rémunération des brokers et l'autodiscipline, bien sûr, c'était pour assurer le bon fonctionnement de la bourse. Mais ce mode de fonctionnement était totalement obsolète face à l'évolution du monde et le gouvernement en était conscient. C'est pourquoi le gouvernement a profité d'une plainte déposée à l'encontre de la bourse pour remédier à cela. En fait, c'est le bureau de la concurrence loyale qui a déposé plainte contre la bourse, comme quoi les pratiques restrictives de la bourse étaient contraires à la législation anticoncurrentielle. Face à cela, il y a eu un accord passé entre le ministre de l'Industrie et du Commerce avec le président de la bourse, comme quoi le gouvernement devait retirer sa plainte. En échange, la bourse acceptait de se réformer. C'est pourquoi le 27 octobre 1986, le Big Bang éclata à la bourse de Londres. En ce qui concerne le déroulement de ce Big Bang de Londres, il y a eu 4 principales réformes. D'abord, l'ouverture à l'international. En effet, à partir de ce boom, les institutions britanniques et étrangères purent désormais détenir jusqu'à 100% du capital d'une firme qui intervient sur un marché boursier,
si auparavant cela n'était que de 29,9% maximum. Cela donne donc la possibilité aux firmes extérieures au LSE d'acheter des firmes existantes ou encore d'intervenir pour leur propre compte. Puis, il y a la disparition de la distinction entre brokers et jobbers. Cela est dû au fait que l'ouverture progressive du marché remettait en cause le principe de la capacité unique. Il y a alors eu l'acceptation de ce que l'on appelle la capacité double, ce qui fait que brokers ou encore jobbers pouvaient assumer trois fonctions qui sont l'émission des titres, la contrepartie et le placement auprès de la clientèle. Pour ce qui est de la suppression de la commission fixe, elle a surtout été faite pour conduire la bourse de Londres à retrouver une compétitivité qui a été perdue au profit de celle de New York. Et la dernière réforme, qui n'est pas des moindres, est la révolution d'ordre technologique. Un des grands changements apportés par cet événement est la fin de la vente à la criée. Il est alors remplacé par un système automatisé de cotation des titres. C'est un système qui a été mis en place à la fois pour réduire les coûts, mais également pour assurer la transparence de ce marché. Et évidemment, des réformes de cette grandeur ne peuvent pas être sans conséquences. Pour Londres, par exemple, ces réformes ont été le début de la banque d'investissement au Royaume-Uni. Mais elles ont également permis à Londres d'accroître son rôle dans les marchés financiers mondiaux. On peut citer par exemple les échanges de dérivés de gré à gré, qui sont de la part de la City de Londres, qui sont passés de 27% à 43%. Et toujours grâce à ces réformes, Londres est désormais la première place financière du monde en ce qui concerne les devises et son avancée ne cesse de progresser. Mais si Londres n'en a tiré que des bénéfices, cet événement a également eu des conséquences dramatiques pour les autres. Par exemple, le mouvement a entraîné la relocalisation de certaines institutions, mais la plus grande conséquence de cette réforme, qui est d'ailleurs encore sujet de débat, est la crise financière mondiale de 2007 à 2012. Selon les banques d'investissement britanniques, elle serait apparemment une conséquence involontaire de ce boom. La déréglementation financière, qui rendit le système financier britannique beaucoup plus concurrentiel, mit fin à la spécialisation des acteurs britanniques, au cloisonnement des marchés et à l'existence des deux cités. Elle renforça aussi par ailleurs le rôle international de la cité au profit des mastodontes américains, japonais et européens et au détriment des acteurs britanniques. Conscient de l'évolution des marchés de la cité, le gouvernement comprit très vite que la réglementation en vigueur était inadaptée et qu'il était nécessaire d'améliorer la surveillance des activités financières pour renforcer la protection des investisseurs. À cet effet, 3 lois furent votées dans la foulée du Big Bang qui modifiaient radicalement la surveillance des acteurs et des marchés financiers. En premier lieu, nous avons la loi sur les services financiers de 1986 qui exigeait des opérateurs, après l'obtention de l'agrément, de signer avec chaque client un accord écrit fixant les conditions d'achat ou de vente et de donner au client et à l'autorité de régulation une information régulière sur l'évolution de la transaction. Toutefois, le système imposé par la loi s'avère très complexe et par conséquent, il fut rapidement l'objet de critiques en étant considéré comme une bureaucratie inutile. En deuxième lieu, nous avons la loi sur les sociétés de prêts immobiliers qui avait autorisé à ces sociétés-là de mener les mêmes activités que les banques. Cependant, si les sociétés de prêts immobiliers pouvaient désormais obtenir des fonds sur le marché de gros, la loi leur imposait toutefois que 80% de leurs avoirs proviennent de fonds de détail. Leurs actifs étaient maintenant divisés en 3 catégories, à savoir les prêts hypothécaires, les créances garanties et les créances non garanties. Et en dernier lieu, nous avons la loi bancaire de 1987 qui supprima la distinction introduite par celle de 1979 entre les banques reconnues et les institutions autorisées à recevoir des dépôts qui échissaient des critères moins stricts quant au niveau des actifs financiers nécessaires pour garantir leur dépôt. Pour assurer une couverture suffisante du risque, cette loi introduisit des règles qui étaient applicables à tous les établissements de crédit et elle imposait aux auditeurs de transmettre aux autorités de surveillance les informations paraissant nécessaires. En 1900
1987, Henri Bourguignat publie un livre dans lequel il présente son analyse de la globalisation financière. C'est dans ce livre qu'il nous présente la règle des 3D, qui sont en quelque sorte la synthèse des facteurs menant à cette globalisation. Ces 3 facteurs sont la déréglementation, la désintermédiation et le décloisonnement. Le premier point, la déréglementation, est l'assouplissement ou même la suppression des règles régissant les transactions financières. Ceci est fait dans le but de faciliter et fluidifier les flux financiers. On peut par exemple citer la suppression des contrôles de change. Le second point est la désintermédiation, qui est le fait qu'un nouveau type de financement a été introduit, permettant d'avoir un recours à des intermédiaires, à savoir les banques, pour recevoir des investissements. Il s'agit du financement par émission de titres, et il a été introduit afin de réduire les créances douteuses. Finalement, il y a le décloisonnement, qui est la suppression de la division entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Cette dernière règle a joué un grand rôle dans l'internationalisation des banques et par extension dans la globalisation financière. En plus des 3D cités précédemment, un 4e D est souvent mentionné en plus. Il s'agit de la dématérialisation, résultat de l'évolution rapide des technologies de l'information à partir des années 90. Ce 4e point joue lui aussi un rôle très important dans la globalisation financière. Observons de plus près le concept de globalisation financière qui découle de la théorie des 3D. La globalisation financière caractérise un processus d'intégration de capitaux internationaux sous l'impact de la libéralisation financière des capitaux et de l'ouverture de l'économie nationale aux transactions internationales, ce qui aboutit à la formation d'un unique marché mondial de capitaux. Ce phénomène est caractérisé par une triple unité de lieu, de temps et de produit. Unité de lieu, c'est-à-dire que les places financières sont interconnectées. De temps, le marché international des capitaux fonctionne en permanence. Enfin, unité de produit, les mêmes produits sont proposés partout. Parlons maintenant de l'objectif de cette globalisation. Le plus simple serait de dire qu'il s'agit d'une amélioration générale du fonctionnement des marchés. Les défenseurs de la globalisation financière expliquent qu'elle améliore les capacités du système financier à distribuer plus de ressources au niveau mondial. En effet, l'ouverture des frontières permet une orientation plus profitable de l'épargne mondiale. Donc, l'argent circule mieux et il profite à plus d'investisseurs. Parallèlement, les emprunteurs trouvent des sources de financement moins onéreuses que les étroites limites des marchés nationaux. Cette situation permet alors d'une part de stimuler plus de secteurs d'activité et d'autre part aux pays les moins avancés de rattraper leur retard. Évidemment, cette globalisation ne vient pas sans risque. En effet, c'est d'abord un ensemble de risques pour les marchés financiers. Il existe 2 catégories principales de risques, le risque de crédit, qui repose sur le non-paiement des débiteurs, et le risque des marchés lié à la variation des cours boursiers qui peut se définir comme étant l'incertitude à la valeur future d'une action. Nous pouvons dire que ces 2 risques sont inhérents pour les acteurs du marché. Ce qui l'est moins, c'est d'abord le risque difficilement maîtrisable lié à la spéculation financière. En effet, l'information imparfaite sur les marchés financiers amène les autres à suivre un comportement précaire en se fondant sur l'opinion partagée des autres agents et se contentent de suivre la tendance. Ce risque vient donc de la déconnexion entre la valeur réelle des actifs et la valeur marchande aboutissant à la formation de bulles financières. Le dernier risque est l'instabilité financière qui a 3 conséquences graves. Tout d'abord, sur la croissance économique d'un pays, sur le marché international dû à la connexion des marchés boursiers et la création récurrente de crises à cause des spéculations financières. Pour conclure, vu l'histoire, nous pouvons affirmer que les organisations doivent accepter d'évoluer car le mode de fonctionnement de la London Stock Exchange est jugé trop restrictif et n'est pas adapté à son environnement externe. De plus, le gouvernement doit prendre les meilleures décisions pour le développement de son pays, comme cette réforme apportée par la Dame de Fer en 1986, et personne ne doit être au-dessus de la loi. En ce qui concerne la règle des 3D, pour éviter les crises financières, plusieurs propositions ont été récemment faites. On y trouve le fait de taxer les mouvements de capitaux comme la taxe Tobin afin de limiter la spéculation.
fixer les règles prudentielles pour mieux surveiller le système bancaire et financier, ainsi que donner davantage de moyens aux organismes internationaux. Ainsi s'achève notre vidéo et nous vous remercions de votre temps.